Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 5 de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. J'ai jamais parlé de ce sujet-là avant, le pardon. Oui, le pardon, l'importance de pardonner. À quoi ça sert, se pardonner, apprendre à pardonner? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ça? C'est quoi les bénéfices d'utiliser le pardon? Et pour parler de ce sujet-là, un invité très spécial aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, mon frère d'une autre mère, mon partenaire également, Xavier Laloux. Comment ça va, Xavier? Super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour ce bel accueil. Écoute, je suis content encore une fois de revenir dans ton environnement pour avoir une belle discussion importante, apporter de la valeur, échanger pour grandir. Et puis le sujet d'aujourd'hui, le pardon, c'est un sujet important qui m'est venu à l'esprit d'en discuter avec toi parce que récemment, j'ai eu des échanges avec Cédric Bergeron, qui est un podcasteur au parloir. Mhm. Donc, il reçoit des gens qui viennent du milieu carcéral et dans ce domaine-là, dans cet environnement-là, apprendre à pardonner, c'est important pour s'en sortir. Donc, je trouvais que c'est un sujet d'actualité, quelque chose que je pense qui peut être très bénéfique aux auditeurs, d'en avoir sur la conscience, d'y réfléchir, de partager ça avec leur environnement pour qu'on vive dans une société, un monde meilleur. Excellent. Merci pour ta belle introduction. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, on démarre l'épisode. Xavier, c'est toi qui as choisi le sujet. J'étais content parce que c'est un sujet qui m'avait jamais effleuré l'esprit. OK? J'aimerais ça qu'on commence en disant pourquoi c'est important d'en parler, pourquoi ce sujet-là est important pour toi, le pardon. Ben, tu sais, la première chose que j'aime définir, c'est dans le fond l'objectif, tu sais, le but. Pour moi, je pense que c'est important de vivre avec une paix intérieure. Partout où tu vas, tu traînes un bagage. Ce bagage-là, c'est à l'intérieur de toi. C'est ton bagage émotionnel, tes souvenirs, ta vision, tout ça. Puis je pense que plus que tu peux passer de temps seul, en étant confortable avec toi-même, plus tu risques d'avoir une vie équilibrée, une vie inspirante, tu sais. Donc, le pardon fait partie d'un outil qu'on peut développer pour justement balancer, s'assurer de maintenir cet équilibre-là, pour ne pas avoir un poids, une douleur qu'on traîne partout, qui influence notre comportement, qui influence nos décisions sur quelque chose Mm. dans le passé qu'on traîne pour le reste de notre vie. Super bien expliqué. C'est vrai que dans le fond, on va vivre souvent des sentiments de. Si on a de la misère à se pardonner à nous-mêmes, ça va être souvent un sentiment de culpabilité. Mhm. Si on se prend pas la décision de pardonner une autre personne, là, on va avoir sentiment de haine, sentiment de frustration, sentiment de tristesse. Puis tu as raison qu'on va traîner ça un peu partout. Tu voulais aussi qu'on parle un peu du système cybernétique. Oui, Tu voyais un lien entre les deux, oui. donc l'importance de pardonner et le système cybernétique. Parle-moi un peu. Ben écoute, je te mets en contexte. C'est un livre que j'ai lu, Psychocybernétique. Ouais. Écoute, c'est un classique de la littérature, de la psychologie. Pour faire une histoire courte, la psychocybernétique, c'est un domaine qui a été ouvert, développé par des informaticiens qui étaient intéressés à créer des machines qui Mm. s'autodirigent. Donc, par exemple, comme un missile ou d'autres engins qui sont capables de corriger leur direction, leurs actions pour un résultat qu'on leur a demandé. Comme un thermostat aussi. Exactement. Ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des informaticiens qui s'intéressent à la psychologie humaine en se disant, hey, la meilleure machine qu'on connaît qui se dirige par elle-même, c'est l'être humain. Allons voir comment l'être humain fait pour prendre des décisions, développer un comportement en fonction des buts que c'est donné. Mhm. Donc là, tu as des gens de l'extérieur de la psychologie qui sont allés l'étudier avec l'œil d'informaticiens, qui ont découvert justement comment le système cybernétique humain en arrive à des résultats. Mm. Et si je te pose la question, comment définis-tu système cybernétique? Ça va me faire plaisir. C'est drôle parce que j'en ai parlé justement cette semaine dans mon coaching de groupe lundi du système cybernétique. Pour moi, le système cybernétique de la machine, ça a été inventé, comme tu dis, pour corriger. Donc, exemple, il envoyait un missile dans une direction vers une cible. Donc, il y avait une cible
Et lorsque le missile était dévié de la cible, on va dire de 30 degrés, ben là, le système cybernétique, lui, servait à détecter qu'il y avait un 30 degrés de déviation. Donc là, le missile ne s'en allait plus directement vers la cible. Il y avait un écart de 30 degrés. Le système cybernétique, lui, va corriger le 30 degrés. Donc, ça fait plus 30 degrés. Le système cybernétique va faire moins 30 degrés pour s'assurer qu'il revienne dans sa position initiale et s'assurer qu'il se rende jusqu'à la destination, jusqu'à la cible qui était prévue au début. Même chose avec les thermostats. Tu demandes à ton thermostat de faire chauffer la pièce à 20 degrés. Il va détecter l'air ambiant, il va détecter la température demandée, il va s'organiser pour qu'il fasse 20 degrés dans la pièce. Mais si jamais on est en hiver, une porte s'ouvre, la température redescend à 15 ou à 10 degrés. Bien là, le système cybernétique va calculer qu'il fait plus froid. Donc là, il va repartir le chauffage pour s'assurer que la pièce redevienne à ce qu'on lui a demandé au début, c'est-à-dire 20 degrés. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a un système cybernétique à l'intérieur de nous qui est directement relié à notre image de soi, à les visions qu'on a concernant la personne que nous sommes. Fait que souvent, si tu te vois d'une certaine façon, l'image de soi, pour moi, c'est la manière qu'on se voit, la perception qu'on a de nous-mêmes. Si je me perçois d'une certaine façon, ben, l'image qui me vient en tête quand je ferme les yeux, puis une chose que tu m'as fait réaliser aussi, les émotions que je ressens quand je pense à moi-même créent ma cible, créent la personne que je deviens. On devient comme on se voit. Donc, si tu entames un changement, une déviation dans ta vie, tu changes de comportement du jour au lendemain, tu changes une habitude, et là, tu arrives à entamer des changements au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, au niveau de ta personnalité, au niveau de tes finances. Si tu n'as pas changé l'image que tu avais de toi-même, ben, ton système cybernétique, lui, il va corriger le changement que tu as engendré. Il va s'assurer que tu redeviennes exactement comme tu étais. Fait que je pense que si souvent une personne perd du poids, une grande quantité de poids rapidement, et reprend tout ce poids-là rapidement et revient exactement au poids où elle était dès le début, c'est parce que son système psycho-cybernétique, la personne n'a pas changé l'image qu'elle avait d'elle-même, donc elle n'a pas changé la cible en fait. Donc le système cybernétique va corriger le changement de comportement, la déviation qu'il y a eu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et va s'assurer que tu redeviennes exactement comme tu étais avant, comme le système cybernétique s'assurait que le missile s'en aille exactement sur la cible qui était prévue au début. C'est une belle définition, une belle explication en profondeur qui est très bien expliquée, qui se reflète très bien justement dans le livre Psycho-cybernétique. Ouais. Et quand on parle de correction, on parle d'erreur. Et Mm. quand on parle d'erreur, la notion de pardon vient s'installer tranquillement. Mhm. Donc, le fameux lien qu'il y a dans le système cybernétique et le pardon, Ouais. c'est que pour avancer, il faut faire des erreurs. Et en faisant des erreurs, on sait comment mieux avancer. Absolument. Donc, l'enfant qui apprend à marcher, ben, il apprend rapidement à tomber. Il apprend à éviter de tomber, qui fait qu'il reste en équilibre, qu'il continue d'être capable de marcher. Donc, l'importance de faire des erreurs pour avancer, on la connaît. Maintenant, l'importance d'oublier les erreurs, de les laisser de côté pour savoir quoi faire et retenir la leçon, retenir la bonne chose à faire pour continuer d'avancer, c'est là la notion de pardon qui vient s'installer. Donc maintenant, je te poserai la question, OK? Comment tu définirais instinctivement le pardon? Pour moi, pardonner, c'est pas nécessairement prendre en considération que c'est correct, que c'est bien ce qui s'est passé. C'est de le laisser aller. C'est un peu une forme de lâcher prise. Même pendant qu'on a cette discussion-là, ça m'amène à réfléchir. Moi aussi, j'ai une croissance personnelle à faire dans tout ça. Puis même moi, je réalise que certaines choses, tu sais, j'ai souvent tendance à me taper sur la tête. Il y a des choses pour lesquelles je m'en veux, des objectifs qui ne sont pas encore atteints, des choses que j'ai faites d'une certaine manière que j'aurais peut-être pas dû faire d'une certaine manière. Puis je réalise que dans le fond, pour moi, se pardonner, c'est vraiment une forme de laisser aller. Ça veut dire que c'est pas nécessairement que tu acceptes que c'est correct, mais tu ne t'attaches plus à cet événement-là
qui s'est produit ou tu ne t'attaches plus à cette erreur-là que tu as faite, tu l'acceptes. Pour moi, c'est vraiment dans l'acceptation. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dis « Ah, c'est bien correct que j'ai fait ça » ou « C'est bien correct que la personne m'a fait ça ». C'est juste que tu dis « Ben, je laisse ça aller parce que sinon, c'est un attachement au passé. » Mhm. Puis c'est quelque chose que je prône beaucoup. Il ne faut pas rester attaché au passé. Il faut se rappeler du passé. Il faut utiliser le passé. Mais pour moi, c'est important de se pardonner. C'est l'inverse de la culpabilité, en fait. C'est OK. que tu laisses ça partir. Puis comme tu en as parlé au début, ben pour moi, c'est important parce que sinon, tu le traînes avec toi. Mhm. Tu le traînes avec toi. Fait que quand tu as dit ça au début, ben, ça m'a parlé beaucoup parce que je réalisais qu'il y a certaines choses que je me pardonne pas tant que ça ou que je pardonne pas à certaines personnes. Puis c'est vrai que je traîne ça avec moi quotidiennement. Ça m'empêche pas d'être heureux, là, mais là, je réalise à quel point c'est important de se pardonner. Ouais. OK, nice. Donc, c'est ça. On définit le pardon par une idée, une décision, de trouver moyen de laisser aller Ouais, ce sentiment, cet attachement-là qu'on a face à un événement, face à quelqu'un qui influence nos émotions, qui influence notre paix intérieure. exact. Parce que c'est important de le rappeler, tu sais, aux auditeurs. euh, le- L'objectif, le but ou la raison d'être de cette discussion-là, c'est si on accepte que la paix intérieure vaut beaucoup. Mm. Pour quelqu'un que c'est justifier son image, sa présence, puis contrôler la perception des autres face à lui-même, peut-être que pour lui, c'est pas important la paix intérieure, qu'il préfère avoir une colère qu'il maîtrise, qu'il utilise pour dominer. Ça, c'est un choix, mais dans mon cas, ce que je propose, c'est vraiment d'être capable d'avoir ce calme-là qui nous permet de continuer d'avancer, de prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut qui arrive et non d'en être victime et d'utiliser la culpabilité comme moyen de se venger. Parce que dans la notion de pardon, l'opposé, c'est aussi la vengeance. Mm. C'est un ou l'autre parce que, veux pas, tu peux pas être indifférent face à l'événement parce que si tu es indifférent, c'est que tu n'es pas vraiment lié à ça. C'est, bon, tu sais, il y a un enfant qui a scratché ma voiture, mais ça m'a jamais rien fait parce que ma voiture était déjà scratchée, donc j'ai pas vu la différence, tu sais. Mm. Tandis que là, quand on vit une situation qui peut être une relation avec quelqu'un d'autre. Par exemple, on est victime d'un vol. Donc là, on a été attaqué, on a perdu quelque chose dans le comportement de quelqu'un d'autre. Là, on est moins différent, là, on est plus touché, soit qu'on se sent attaqué, qu'on veut se venger, puis qu'on va aller voler l'autre, qu'on veut lui faire mal pour lui faire comprendre, le punir. Ou sinon, on regarde sa perception, puis on se dit, OK, là, tu sais, je pense que je peux laisser aller ça, le laisser passer parce que je comprends sa situation, etc., etc. Donc, vraiment, j'apprécie la définition de pardon que tu as apportée. Puis, ce qui est important maintenant de définir, OK, c'est que dans la relation de pardon, il y a soit une relation un envers l'autre, un envers un groupe, mais il y a comme cette situation de deux parties qui s'installent, right? Tu en as un qui a créé une faute, qui a fait quelque chose, qui a touché, qui a eu des conséquences sur la paix de l'autre. Donc, c'est un peu comme au tribunal où là, il y a une justice, il y a une injustice qui a été faite. C'est un envers l'autre, deux parties qui doivent trouver une entente, right? Ouais. La réalité, c'est que des fois, c'est peut-être plus que ça. Peut-être que dans le fond, c'est toujours à trois que ça se fait en étant la puissance supérieure qui est au-dessus de tout ça, qui ne voit pas les deux parties comme étant séparées un contre l'autre, mais plus qui devraient être unis pour retrouver leur harmonie entre eux. En voulant dire que, tu sais, on se rappelle, l'être humain est un animal social. Ça veut dire qu'on vit en groupe, on est fait pour être en équipe, on n'est pas fait pour être des individus seuls, mais bien en groupe. Donc, à chaque fois qu'il y a une interaction avec quelqu'un, tu as une interaction envers toi-même parce qu'il fait partie de ton être complet qui est le groupe, l'équipe. Tu sais? Donc, c'est là que il y a cette notion-là qui peut s'installer de la notion de dette dans le pardon. C'est ça que tu voulais qu'on parle, que Oui. c'est pas une dette. Exactement. Le pardon n'est pas une dette. Ça arrive souvent, OK, que les gens voient le pardon dans une position de supériorité. Ça veut dire que là, on m'a fait mal, c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider si je pardonne l'autre. Donc, c'est là, toi, tu es dans une position où tu es le juge qui décide si l'autre est libéré ou condamné. Ouais. Right? Sur ça, ça veut dire que instinctivement, inconsciemment, avant de pardonner, la personne a choisi de condamner l'autre. Right?
Parce que là, moi, je suis la victime. Tu m'as fait mal, tu m'as trahi. L'autre est l'agresseur et le coupable. Mais c'est-tu vraiment ça? Qui décide qui est coupable de qui est victime, right? Ouais. Quand on en retourne à la responsabilité qu'on a envers soi-même, c'est nous qui décidons si on est victime de quelque chose ou pas. OK? Maintenant, l'autre partie, celui qui a créé une faute, a pris des décisions en fonction de son bénéfice à lui, à elle. Donc, ça sous-entend que c'est encore une fois un contre l'autre si on décide que l'autre est condamné. Ouais. Right? Maintenant, si on se dit par empathie, je vais réfléchir pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision-là? C'est là que là, pendant un instant, on va se mettre dans la peau de l'autre. Et non se mettre dans sa position, mais voir le monde comme elle le voit, dans, par exemple, sa situation financière, sa situation familiale, son upbringing familial, c'est quoi son passé, c'est quoi sa nature culturelle qui fait qu'il l'a poussé à agir comme ça. Est-ce qu'elle voulait vraiment me faire du mal, m'attaquer, ou elle a fait quelque chose en fonction de son bonheur, ses objectifs, qui a eu des conséquences sur mon bonheur, ma paix intérieure à moi? Tu sais? Donc déjà là, en partant, pour bien pardonner, pour bien être capable de laisser aller, il faut éviter de tomber dans la condamnation. Right? La première chose, c'est de savoir exactement, est-ce que j'ai condamné l'autre ou pas? T'sais? Ça, c'est déjà comme une très bonne base, une notion que j'invite les auditeurs à réfléchir. Dans les regrets du passé, dans les situations où on cherche encore vengeance, pourquoi je condamne cette personne-là? Pourquoi je veux lui faire du mal? Parce que dans la notion d'unité, quand on parle de l'être humain comme étant, il vit en groupe, on est tous intimement liés. Ça veut dire que si je condamne l'autre, il y a une partie de moi que je condamne aussi. Puis c'est ça un peu le danger de laisser des événements non pardonnés nager à l'intérieur de notre inconscient, refouler, oublier qu'on a poussé en bas pour essayer de ne pas y penser, mais qui sont toujours là, qui parfois vont nous pousser à avoir un comportement, des actions imprévues. Puis après ça, c'est nous qui créons des victimes. Absolument. Moi, j'aimerais ça que tu nous racontes une anecdote. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Mais une anecdote où est-ce que tu as dû soit te pardonner ou pardonner quelqu'un? Ou est-ce que ça a été un challenge? Ou est-ce que ça a été un défi? Mais que tu n'as pas eu le choix de le faire justement pour retrouver une paix intérieure? Il y a un événement, quand je pense à cette situation-là, qui m'est arrivé rapidement dans ma vie, puis c'est souvent basé sur les relations de couple. Puis moi, j'avais eu une copine dans ma début vingtaine, peut-être même un peu avant ça, qui, pour son choix à elle, elle avait décidé d'avoir, si on peut appeler ça une aventure extra-conjugale, elle avait décidé de me tromper, tu sais. Puis, on s'entend qu'à ce niveau-là, au début de tes relations amoureuses, c'était pas nécessairement dans un engagement financier grandiose, vraiment sérieux. Tu sais, au début, c'est plus épicurien, tu sais, pour le plaisir, tu te sens bien d'être en couple, tu découvres ta sexualité, tout ça, etc., etc. Puis au début, évidemment, tu sais, ça m'a fait vraiment mal. Parce que là, évidemment, il y a cette notion-là, tu sais, de trahison, tu as cette notion-là de genre, justement, aussi d'intégrité, tu sais, c'est comme, tu as des relations avec quelqu'un, des fois, c'est à un certain stade, c'est rendu non protégé. Fait que là, c'est comme, il y a beaucoup de notions qui fait que ces sujets-là d'adultère sont souvent remplis d'émotions négatives, tu sais. Puis avec le temps, j'ai réalisé que, veux pas, avec du recul, je possédais pas l'autre personne. Que si la personne avait décidé d'aller dans cette direction-là, il y avait aussi une question de si elle avait fait avant cette relation-là, avant de me rencontrer à moi, ça se serait déjà accumulé dans ce qu'on appelle son body count. Donc, est-ce que ça m'aurait vraiment tant touché que ça? Le regret qu'elle avait, l'attachement que ça l'avait confirmé pour elle de se dire « Ah, mais tu sais, c'est vraiment avec toi que j'aime, tu sais, ça m'a fait réaliser ci, ça, etc. » Un paquet d'affaires que j'ai pris du recul. Puis là, je me suis dit « OK, mais tu sais, dans mes relations qui vont venir, je ne vais jamais posséder l'autre. Je vais toujours avoir cette notion-là de liberté, que c'est elle qui va décider si elle veut ou elle veut pas. Et c'est mon travail d'être attirant, de m'assurer que la personne gravite autour de moi et prenne la décision d'être là. Non pas parce qu'elle se sent obligée, prise, mais parce qu'elle est vraiment attirée et qu'elle a vraiment envie d'être là. Donc, pour moi, ça a été comme un léger pardon. Pourquoi? Parce que c'est arrivé vite. Il n'y avait pas tant d'implications sérieuses par rapport à ça. Puis ça m'a permis juste
de prendre du temps, d'accepter, de continuer cette relation-là pendant quelques années. Et ça m'a amené justement à la notion de possession envers l'autre, à la notion aussi d'apprendre à laisser aller, de continuer d'avancer et de grandir à travers cet événement-là pour entretenir de meilleures relations dans l'avenir. Ça, c'est ma perspective, mon expérience. C'est aux gens de décider comment qu'ils vivent, mais l'exemple que je te propose, c'est celui-là. Nice. Good. Super bon exemple. Puis je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs. Les relations de couple, les trahisons, comme qu'on pourrait appeler, c'est quelque chose qui est quand même fréquent, là, encore plus qu'avant, je pense. Là. Fait que super important d'apprendre à ne pas rester attaché à ça, là, à laisser passer ça, puis à comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Tu sais. Oui. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi peut-être pour éviter que ça arrive. Puis j'ai bien aimé dans ton approche, dans la définition que tu as amenée, parce que quand tu as rappelé l'importance de l'image de soi, right? Dans la notion de pardon, l'image de soi est intimement liée, OK? Puis l'image de soi, c'est quelque chose dans notre société, l'ego, la projection de notre image envers les autres qu'on tend à vouloir contrôler absolument. Pourquoi? Parce que c'est comme basé sur la peur. Si, exemple, je suis la mode, je m'habille bien, je démontre un succès financier par mes acquisitions, par ce que j'ai, ce que je possède, ça me profère un statut. Les gens vont évaluer, ils vont me juger, vont me dire, OK, lui, il a un certain succès financier par la voiture qu'il roule, les bottes qu'il met, la casquette, le chandail, le type de maison où il habite. Et cet attachement-là qu'on a envers les choses qu'on possède crée cette image, crée ce statut auquel on devient vraiment attaché. Right? Et c'est cette image-là qu'on décide de projeter. Et quand les gens vont attaquer cette image-là, c'est là que tout de suite, on est sur la défensive. Tout de suite, on veut posséder la situation, on veut la contrôler. Et c'est là que, émotionnellement, rapidement, on contre-attaque. On veut, si on veut, comme recontrôler, venger, s'assurer que l'autre ressente notre douleur, l'amener dans ce tourbillon, cette spirale-là, pour y faire comprendre sa culpabilité, sa douleur. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Donc, c'est comme une culture qu'on développe dans notre société à travers la consommation, la possession, l'image, où, au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait, on met beaucoup d'énergie et d'attention sur ce qu'on a. Et ça a beaucoup d'influence sur la notion de pardon dans notre société. Ça crée beaucoup de divisions, ça crée beaucoup de contrôle. Et dans ce contrôle-là, c'est là qu'on va pas facilement trouver les outils pour apprendre à pardonner, laisser aller. Right? Laisser aller, contrôle, c'est comme un peu intimement lié. Oui, absolument. Right? Absolument. Puis mettons qu'on vit une situation, selon toi, ça serait quoi la première étape? Si on a de la misère à pardonner l'autre ou à se pardonner, ça serait quoi une bonne question qu'on peut se poser ou une bonne première étape pour enclencher le processus de laisser aller du pardon? Ça, là, c'est... moi, je veux dire, c'est le fun comme question. OK? Puis, ça nous amène à une notion très importante sur l'énergie masculine. OK? So, là, on vit un événement émotionnel chargé, lourd, qui affecte notre qualité de vie, notre paix intérieure. OK? Je crois que la première chose qui est importante, c'est de savoir que là, il y a un feu qui est allumé, puis il faut trouver moyen de l'éteindre. OK? Puis quand les pompiers vont éteindre un feu, là, c'est pas on voit que ça brûle plus. C'est qu'on brise les murs pour s'assurer que à l'intérieur, ça brûle pas non plus, puis que là, on s'en va, puis le feu a recommencé. Donc, c'est important de ne pas nécessairement se divertir et se distraire pour oublier ce qui se passe. Oui, tu ne veux pas oublier la situation. Ben, c'est que... Tu ne veux pas l'ignorer. Un des premiers réflexes dans des traumatismes émotionnels, c'est on veut enlever ce sentiment-là au plus vite au lieu de l'affronter. Ouais. Okay? Donc là, il y a des gens qui pourraient décider d'utiliser des médicaments, des drogues pour changer leur état d'esprit, pour endormir cette sensation-là de douleur. Par contre, il y en a d'autres qui pourraient carrément se lancer dans le travail. Là c'est OK, ben regarde, je travaille plus 40 heures, je travaille 80 heures parce que quand je travaille,
ma tête, mon attention est sur quelque chose qui m'empêche de ressentir ce que je traîne. Ouais. Après ça, ça peut être, je vais consommer, je vais aller dans des activités, je vais faire des voyages, je vais me sauver, je vais oublier ce qui se passe réellement pour, encore une fois, ne pas le ressentir. Et quand on ressent quelque chose, ça veut dire qu'il y a une émotion qui nous appelle à l'action, à le convertir vers quelque chose qui va nous aider à grandir. Right? C'est comme du fuel, c'est du gaz. C'est pour ça que, rapidement, parenthèse, énormément de gens qui ont beaucoup de succès dans notre société ont vécu des traumatismes, des événements émotionnels forts qui ont su utiliser pour les propulser vers le succès. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'ils ont un succès, gros constructeurs automobiles, innovateurs, qui ont nécessairement guéri toutes leurs blessures. Il faut faire attention, right? Mais si on vit un événement difficile qu'il faut pardonner, la première décision qu'on doit prendre, c'est de savoir est-ce que ma paix intérieure est importante ou pas. Là. Je veux dire, ça là, c'est la base. À quel impact, au niveau prioritaire, de me sentir, de retourner à un état où je suis bien, c'est important. C'est comme... déjà là, de faire cette décision-là, c'est important. Maintenant, il faut affronter la situation, pas l'oublier, pas s'en divertir, pas essayer de la refouler, l'avaler sans avoir mastiqué, parce que là, on va avoir de la difficulté à la digérer. Et je dirais, encore une fois, trouver des outils. Là. Right? Moi, je suis Xavier Laloux, tu l'as dit, tatoueur, peintre, parfois conférencier, j'aime lire, j'aime grandir, mais trouver des outils, j'ai pas toutes les réponses, je me spécialise pas là-dedans. Donc, si quelqu'un vit des traumatismes incroyables, lourds, qui traînent depuis des années, j'ai pas la solution miracle, mais ces solutions-là, certaines personnes se sont concentrées, ont donné leur temps à les trouver et peuvent vous les partager, que ce soit de la psychologie, dans des livres, mais je pense que faire appel à un intervenant, dépendamment du degré de traumatisme auquel vous faites face et du besoin de pardonner, ça va avoir un gros impact. Là, c'est pas mal, je pense, la priorité, c'est d'affronter la situation, de ne pas la négliger, de ne pas prétendre d'être capable de l'exprimer. Puis tu sais, quelqu'un qui se confie à toi. Moi, là, je me rappelle, là, j'ai un de mes clients, hey bro, G-Unit, le gars là, respire le succès. Là, son image de lui-même, c'est la page couverture de Fitness Success International. En voulant dire, tu regardes cette personne-là, tu te dis, wow, elle a une position que j'aimerais en faire partie. Right? Après quelques sessions de tatouage, exact, man, j'aimerais ça te dire quelque chose. OK? Pour de vrai, là, j'ai un gros problème de consommation. Moi, je prends une bière, là, ça finit en 3 jours de dérape. Mes business sont affectés, mes relations, ma famille, tout le monde est affecté par une décision qui est ma consommation. Et c'est là qu'il acceptait que son image de soi parfaite qu'il contrôlait était maintenant entachée d'un défaut, d'un handicap, d'une situation qui avait des conséquences graves, non pas juste sur lui-même, mais sur tous ceux et celles qui comptaient sur lui. Et je pense que quelqu'un qui vit une douleur, qui vit un événement vraiment lourd, s'il a la chance de le partager, de commencer à l'extérioriser, ça va déjà être un gros plus. Ouais. Et si tu n'as pas l'oreille pour t'écouter, tu n'as pas la confiance de le partager, s'il vous plaît, papier-crayon. Hein? Prendre le temps de décortiquer, d'écrire les phrases, de choisir les mots sur ce qu'on vit, nous aide à extérioriser, à sortir ça. Et parfois, dans une situation comme ça, là, les métaphores sont extrêmement puissantes. Tu prends ton texte, qu'après 5 fois que tu as réécrit, déjà là, le traumatisme, l'événement est réduit énormément. OK? Tu le prends, tu le déchires et tu le brûles. Ouais. Physiquement, visuellement, tu regardes tout le travail que tu as mis sur cette feuille de papier-là, tu l'as craché, tu l'as sorti de toi, tu l'as extériorisé, tu l'as donné au monde. Et là, en plus, visuellement, tu te rappelles que tu l'as brûlé, que tu l'as, d'une certaine façon, anéanti. Donc là, ton souvenir qui était lié à ça a comme vécu le moment dans la réalité. Donc, ça va être un moyen pour lui de le vivre intérieurement aussi. T'sais. Ça, c'est une autre proposition que je peux partager avec les auditeurs. Nice. Personnellement, je pense que une chose qui va nous aider aussi des fois, parce que des fois, on va commettre une erreur, on s'en veut, ou quelqu'un va faire une action puis on lui en veut.
Des fois, c'est de se poser la question suivante, tu sais, est-ce que je suis sûr à 100% que cet événement-là ne s'est pas produit à mon avantage? Ah oui, bien sûr. Tu sais, parce que des fois, c'est pas là que tu le réalises. Mhm. Des fois, c'est pas au moment où est-ce que ça vient juste de se produire que tu réalises que ça va être une bonne chose, que tu aies fait cette erreur-là ou que cette personne ait fait cette erreur-là. C'est dans le futur, quelques semaines, quelques mois, peut-être même un an plus tard. C'est là que tu fais OK, là, ma vie va tellement bien. Là, je vis des choses fantastiques. Là, je comprends que si j'avais pas fait cette erreur-là à ce moment-là, ou si cette personne-là avait pas fait ce qu'elle a fait à ce moment-là, je vivrais pas cette situation-là Exact. magnifique en ce moment, tu sais. Vrai. Fait que c'est souvent de douter de ouais, mais je suis convaincu que c'est pas avantageux pour moi qu'est-ce qui vient de se produire, tu sais. Puis sur le coup, souvent, on a de la misère à trouver du positif, mais plus que tu réfléchis à ça, plus que tu commences à changer ta façon de penser, à changer ta perception de l'événement qui s'est produit, mais plus que tu commences à dire, à douter que finalement, c'est peut-être positif, tu sais. Puis l'autre chose que je pense qui est important, si jamais quelqu'un a fait quelque chose puis on y en veut, on a de la haine, de la colère, de la tristesse, de la rancune, c'est de comprendre que dans le fond, ça, c'est de l'énergie. C'est une Mhm. émotion qui est forte. C'est de Ouais. l'énergie, puis l'énergie, elle ne peut pas être détruite, elle peut juste être convertie, tu sais. Fait que ça veut dire, ben, comment je pourrais utiliser, comme tu as dit, je dois vivre l'émotion, je ne dois pas nécessairement l'effacer, faire en sorte de ne pas la ressentir. Fait que si tu as une émotion de colère, ben, tu sais, on dit, moi je suis dans le développement personnel, fait qu'on a tendance à toujours dire qu'il faut être dans des zones positives, mais des fois, des émotions comme la colère, la haine, la tristesse, ça peut être ultra propulseur aussi, tu sais. Tout à fait. Ça peut être super. Toi, tu es un artiste, Mhm. bon, toutes les créations que tu fais, tu dois vivre des émotions. Je suis pas mal convaincu que plus tu vis d'émotions, des up and down, de toutes sortes d'émotions, ça t'inspire à créer des toiles, tu sais. Combien de chansons sont excellentes, mais comportent beaucoup de tristesse, de nostalgie, tu sais. La majorité des chansons qu'on aime le plus, souvent, les êtres humains, sont des chansons très touchantes, Oui. limite tristes, Oui. tu sais. Fait que... Puis ça, c'est très intéressant parce que là, on fait preuve de maturité. Ouais. On comprend par notre niveau de conscience que là, on peut utiliser cette énergie-là pour nous amener dans une direction. Puis ça, c'est digne de cette maturité-là, de ce niveau de conscience-là. Puis c'est là, encore une fois, très important si les gens l'acceptent, mais d'avoir une relation avec un être supérieur. Non Ouais. pas juste se maintenir au niveau de conscience de l'ego, des choses, du matériel qu'on touche, mais de croire aussi dans cette puissance, dans cette énergie supérieure qui gère l'entièreté de notre univers qu'on ne Ouais. comprend même pas, nous permet de lui poser la question et de lui dire cette énergie-là est bienfaisante. Elle me fait vivre quelque chose de souffrant, de difficile, de douloureux. Maintenant, à quoi je peux m'en servir? Et la grosse différence entre douleur et souffrance, c'est que la douleur, tu es capable de l'expliquer. La souffrance, tu ne sais pas d'où elle vient. Puis c'est là que tu ne peux pas t'en servir. Fait que tant aussi longtemps que tu ne détermines pas ton pourquoi, ben c'est là que tu vas être écrasé, puis que tu vas souffrir, que tu vas ramper par terre. T'sais. Fait que, tu sais, il y a cette notion-là de détachement, de se détacher de l'événement, de le regarder à l'extérieur de l'émotion, de le voir à la troisième personne. Puis c'est là que... trop de hockey, là. La si troisième seulement. Mais c'est là quand même une notion que quand on est capable de s'en détacher à un moment, pas d'en devenir indifférent, mais de le voir d'un autre œil, là, on peut analyser, décortiquer ça, le ressentir d'une manière différente et de l'utiliser pour se propulser de l'avant. Là. Puis on s'entend que si on veut grandir, dans le fond, si on veut croître, si on veut progresser, c'est des choses qu'on n'a pas le choix d'apprendre à faire. Tout à fait. Puis, tu sais, avant de conclure, je veux juste rappeler que dans la notion de pardon, OK, c'est que là, si tu pardonnes pas, tu es la victime. Puis si ton objectif, c'est d'être victime et de rendre l'autre plus victime que toi pour équilibrer la dette que cette personne-là émotionnelle a envers toi, bien finalement, ton but que tu avais de paix intérieure, ton but de succès, il n'est pas si fort que ça parce que là, tu es en train de mettre de l'énergie, de la concentration, de l'attention vers quelque chose que tu n'en avais pas le contrôle, qui est nouveau dans ton paysage émotionnel. Fait que finalement, tous les autres objectifs que tu avais, mis à part ta vengeance, tu perds. Là. Donc,
Même si tu penses que tu n'es plus une victime puis que c'est toi qui vas être l'agresseur ou que tu vas te venger, mais tu es quand même victime qu'on a réussi à te faire dévier de ta route. Là. Fait que, tu sais, c'est là, encore une fois, là, que le remords, le regret, ça fait beaucoup plus mal qu'un échec appris, qu'une leçon acquise qui peut nous permettre d'avancer vers notre but de manière différente, qui nous a peut-être ralenti, mais qu'en même temps, on a peut-être gagné du temps d'éviter de faire une erreur plus loin, de la faire plus vite. Donc, c'est là, tu sais, est-ce que vous voulez vraiment traîner dans vos bagages des roches de regret, des roches de remords, que partout où tu vas être, là, tu changes de pays, tu changes de relation, partout où tu vas être, ce sentiment-là va être à l'intérieur de toi, incontrôlé, et commencer à être cancérigène envers toi, parce que là, il te ronge, c'est une énergie qui est mauvaise. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui te gratte, t'endors mal la nuit, t'en vis mal, tu la convertis pas, donc c'est elle qui te convertit, qui t'écrase, qui te condamne. Donc, c'est-tu vraiment ça le fardeau avec lequel on veut vivre? Ou comme tu as proposé, l'utiliser, le prendre comme quelque chose, un don, trouver la manière de le convertir, de l'exprimer et de redonner au monde une expérience meilleure à travers la douleur qu'on a vécue. Je pense que ça termine vraiment, vraiment bien l'épisode. Dernière question que je pose à tous les invités. Ça peut être en lien avec le sujet. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité juste avant de mourir, ça serait quoi? Wow! Belle question, man. Si j'avais un seul message à dire à l'humanité, man, Juste avant de mourir. avant de mourir, c'est done with heart. Fais-le avec cœur, man. Fais-le non seulement pour le bien que ça t'apporte, mais pour le bien que tu apportes. Et quand tu penses comme ça, quand tu penses à apporter du bien, non seulement pour toi, mais pour l'autre, tu réalises là, qu'on n'est pas divisé. Tu réalises qu'on est lié. Autant les cellules de ton corps forment un rein, forment un cœur, forment un poumon, que l'ensemble de tout ça fait qu'on a une belle discussion ensemble, Stephen. Mais c'est la même chose pour tous les individus. On forme un tout. L'impact que j'ai sur l'autre, c'est l'impact que je veux qu'il y ait sur moi. Donc, fais aux autres qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse. Vis dans l'amour, vis dans la paix. Done with heart. That's it. Merci beaucoup aux auditeurs qui écoutent les épisodes au complet. En passant, si tu écoutes les épisodes ou peut-être c'est le premier épisode que tu écoutes, je t'invite à t'abonner au podcast. Abonne-toi, ne reste pas dans les auditeurs. Ça prend 2 secondes de s'abonner. Ça fait peut-être une petite différence pour toi, mais une grande différence pour moi. Et partage le podcast, peu importe sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, tu peux partager le podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Partage le lien, partage les épisodes. Tu peux également me suivre sur Facebook ou Instagram, Facebook Stephen Chase, Instagram Stephen Chase officiel, TikTok également. Stephen Chase officiel. On partage aussi des extraits des podcasts. Tu peux les partager et les écouter également. Xavier, est-ce que tu aimerais laisser tes coordonnées pour les gens qui te trouvent inspirant et qui aimeraient te suivre? Bien sûr, très bonne idée. Donc, sur Instagram, vous pouvez me trouver facilement à le Xavier Laloux. Donc, vous allez trouver mes œuvres, ma présence, ma personne. Et puis, ce que je vous demanderais, mettez en commentaire ce que vous en pensez du podcast, de l'échange, de la conversation. On vous demande de faire partie de la conversation. C'est pas un monologue, c'est pas entre moi et Stephen, c'est entre nous. Vous faites partie du nous. Donc, s'il vous plaît, communiquez. Merci à tous et on se voit au prochain épisode.